Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour une émission spéciale consacrée à la dernière dérive du Maroc à l'encontre de notre pays. Un grave dérapage, souligne le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Pour de nombreux analystes, cet acte trahit l'acharnement du royaume marocain contre l'Algérie. Cette attaque frontale commise par le royaume du Maroc sur un prétendu droit à l'autodétermination du peuple kabyle, qui plus est lors d'une rencontre internationale des non-alignés, met à nu les ambitions marocaines, celle de mener une campagne hostile contre l'Algérie en usant d'une diplomatie aventuriste, irresponsable et manipulatrice, souligne une nouvelle fois le ministère des Affaires étrangères. À quel jeu joue le Maroc? Quels sont les véritables desseins du Makhzen à l'encontre de l'Algérie? Quel est l'avenir des relations diplomatiques entre les deux États? Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau le directeur général de l'Institut national d'études et de stratégie globale, M. Abdelaziz Medjahed. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Nous avons également avec nous par Skype M. Ibrahim Tazarart, écrivain et chercheur. Monsieur Tazarart, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes avec nous, je le rappelle, depuis Béjaïa. Merci d'être avec nous. Oui. Alors, je vous le disais, le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a condamné énergiquement dans une déclaration une dérive particulièrement dangereuse de la représentation diplomatique marocaine à New York, qui a distribué récemment aux pays membres du mouvement des non-alignés une note officielle dans laquelle le Maroc soutient publiquement et explicitement un prétendu droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Le Maroc, M. Medjahed, nous a habitués à beaucoup d'attaques depuis de nombreuses années. Est-ce aujourd'hui la dérive de trop ? Madame, un ami sage disait, quand on dépasse les bornes, il n'y a plus de limite. Alors, encore une fois, le Makhzen a dépassé les bornes, bien sûr, alors il n'a plus de limite, il fait tout. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, le Makhzen prétendait que Juba II était un roi marocain. Et il exposait sa statuette dans des expositions à Dubaï, à Paris et même au musée de New York. Ça veut dire que quand on arrive à ce niveau-là, comment on peut qualifier ça? De l'amateurisme aujourd'hui? Non, c'est pas de l'amateurisme. Ça veut dire que ça y est, ils ont épuisé. C'est-à-dire que le Maroc se retrouve dos au mur aujourd'hui, c'est la panique? Le Makhzen, non, le Makhzen, c'est pas lui. Oui, c'est pas uniquement le Makhzen qui est dos au mur, et même ses soutiens et ses défenseurs. C'est-à-dire qu'il faut chercher toujours qu'est-ce qu'il y a derrière. Oui. Les dessins qui se cachent derrière. Le Makhzen, c'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt, c'est malheureusement la France officielle. La France officielle, depuis quelques mois, on a senti, peut-être les 2 dernières années, son recul, son affaiblissement. D'ailleurs, on a à voir son rôle en Libye ou bien au Sahel. La France, quand elle est arrivée à un stade où les populations africaines du Sahel lui demandent de dégager de l'Afrique, parce qu'en Afrique, la France n'est pas la solution, elle est le problème. C'est le problème de notre Afrique, c'est la France, cette France-Afrique. Il faudrait qu'elle change un peu de logiciel. De néocolonialisme. Oui, il y a Régis Debray, ce philosophe français qui disait que la France a enlevé le casque colonial, mais la tête en dessous n'a pas changé, elle est restée la même. C'est ça le problème. Fondamental. Bien sûr. Et comme le Makhzen, c'est un instrument qui a été créé... C'est-à-dire qu'il agit comme une marionnette aujourd'hui. Il a été créé... Qui est son créateur, madame? C'est l'IOT. Le maréchal Lyautey l'a créé pour servir les intérêts de la France, de l'Empire français, et il continue à le faire. Ce Lyautey qui a donné au Maroc son drapeau, qui lui a donné son hymne national, et il lui a donné le Makhzen, malheureusement, qui est une longue histoire de trahison des peuples.
C'est ce makhzen qui a été utilisé pour mater et pour faire avorter la révolution de Abdelkrim el-Khattabi, le Rif, la République du Rif. C'est ce makhzen qui a été utilisé pour abattre la République espagnole d'Espagne. Et c'est ce makhzen qui a été utilisé pour écraser la révolte du Rif en 56, 57, 58. Il faudrait qu'on distingue le makhzen du Maghreb. Oui. Le Maroc, nous avons de grands amis, ils ont continué, d'ailleurs, ils ont continué la lutte en 56, 57, 58, malgré que leurs dirigeants avaient signé les accords de Aix-les-Bains en 56, on leur a attribué l'indépendance dans l'interdépendance de ce que disait l'Amir Abdelkrim el-Khattabi rahmatullahi alayh. Il disait que c'est une indépendance mirage. D'ailleurs, il a refusé de revenir au Maroc. Il était en exil. Il a refusé de revenir au Maroc parce qu'il considérait que le Maroc n'était pas encore indépendant. Le jour, quand on lui a demandé la date de son retour, sa réponse a été cinglante. Le jour de l'indépendance, vous me trouverez au Maroc et pas en exil. Monsieur Tazahart, je vais vous donner la parole à présent. Quelle lecture faites-vous de cette énième attaque du Makhzen à l'encontre de l'Algérie? On ne parle plus de dérive diplomatique, mais carrément d'une agression. Oui, parler de dérive est un langage diplomatique. Parce qu'en vérité, il ne s'agit pas d'une dérive, il s'agit d'un processus qui est en train de se construire, où le Makhzen joue le pivot de cette stratégie d'encerclement de notre pays. En 2019, nous avons eu les manœuvres de Sagro. Sagro, c'est se trouve la région où il y a eu le premier décrochage en Algérie. Mais il n'y a pas de hasard. On n'a pas dénommé cette ainsi bêtement. Et M. Medjahed a souligné quelque chose de ils veulent nous ôter l'histoire, discréditer nos symboles et nous détruire par la suite. Moi, je crois qu'il y a des laboratoires qui sont très bien typés, qui réfléchissent à ces choses. Et de ce point de vue, je refuse de parler de... C'est une opération bien réfléchie, qui a des retours. Ils attendent qu'il y en a des suites. Merci à M. Tazahart. On s'excuse pour la qualité du son. Ne vous recevez pas très bien. Monsieur Medjahed, je vais vous demander d'intervenir à ce qu'il vient de dire. Il n'y a pas de hasard, tout est étudié. Aujourd'hui, le Makhzen, je disais tout à l'heure, se retrouve un peu dos au mur. C'est un peu la panique. Il parle... Sa situation, vous l'avez parlé du Rif, il est dans une situation lui aussi chaotique au niveau de sa population. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu pour détourner l'attention au niveau de sa population locale et au niveau de la communauté internationale? Vous avez entièrement raison, madame. En politique, il n'y a pas d'événement qui provient par hasard. Tout événement n'est que la suite d'un événement qui l'a précédé. Le Makhzen, vous avez entièrement raison quand il dit qu'ils essayent de détourner l'attention. Ça fait partie des stratégies appliquées, détourner l'attention sur des problèmes internes. Pourquoi il détourne l'attention? Pourquoi le Makhzen, depuis qu'on a restaurer notre souveraineté nationale, nous attaque. Il n'arrête pas de nous attaquer. Pour la simple raison qu'il lui faut un ennemi pour occuper son armée.
n'oubliez jamais, madame, que la stabilité au Maroc n'a jamais existé. Depuis 1956. Depuis 1956, vous avez une division entre les hommes, les véritables hommes libres marocains, et vous avez ceux qui étaient au service de l'ancienne puissance coloniale. De 1956 à aujourd'hui, la stabilité interne au Maroc, ils ne l'ont pas vue. Les 56 jusqu'à 58, ils ont maté le RIF. Vous avez les années 60, ils ont mené des campagnes répressives énormes contre les patriotes marocains. D'ailleurs, quand le Makhzen nous a attaqués en 63, il y a les patriotes marocains étaient contre, et ils ont été jetés en prison. Il y en a beaucoup qui ont été assassinés, exilés. Dans la guerre des sables. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que le Makhzen a un problème. Il n'arrive pas à régner, à faire régner la stabilité au Maroc. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui faut toujours un ennemi extérieur. D'ailleurs, dernièrement, qu'est-ce qu'on a remarqué depuis novembre à aujourd'hui? Ils ont déclaré la guerre pratiquement à l'Allemagne. Ils ont déclaré la guerre à l'Espagne. Ils ont maintenant... ils ont joué sur cette carte de chantage envers la communauté européenne qui n'a pas fonctionné finalement. Donc ils se retournent contre l'Algérie. Au contraire, ça a dévoilé tout le jeu marocain. D'ailleurs... c'est des politiques indignes, c'est des politiques vraiment qui ne... immorales. Il y a que respect du droit international. Eux qui prennent le respect au droit international, aujourd'hui, il est entièrement bafoué. Aussi au vu de tout le monde. Quand on applique la diplomatie de la Mamounia, madame, il faut chercher, il faut expliquer peut-être, vos téléspectateurs doivent chercher c'est quoi la Mamounia pour comprendre comment fonctionne le régime du Makhzen. Mais il y a un point qu'il faut peut-être ne pas occulter, c'est que le Maroc du Makhzen a besoin de l'instabilité. Pour lui, l'instabilité, elle sert ses intérêts. Pourquoi? Parce qu'elle occupe l'armée marocaine, elle est tous, l'ensemble, la majorité des forces marocaines, elles sont où? Elles sont au Sahara occidental. Pourquoi? Parce que cette armée, les années 70, avant l'affaire du Sahara occidental, elle a tenté à 3 reprises de renverser ce régime, et vous avez des républicains marocains qui réclament la république d'Abdelkrim el-Khattabi, et ils disent que ce régime monarchiste, il a signé sa fin avec les OT. Théoriquement. C'est pour cette raison que pour le Makhzen, l'Algérie, c'est un abcès de fixation. Il cherche par tous les moyens. Et il n'hésite pas, il n'hésite devant rien. Et tout est possible. Alors, pour reprendre ce qui s'est passé cette fois-ci, pourquoi cette énième dérive lors de la rencontre avec les pays des non-alignés, je vais reprendre cette déclaration de notre chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamraoui, qui disait « Dans le Sahara occidental, le regain des tensions dans le conflit militaire entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario mérite une attention accrue de la communauté internationale. » Il l'a souligné cette fois-ci, donc comme je le disais, au niveau des Nations Unies. Il a appelé les Nations Unies à se repencher sur cette question. Ça a exacerbé davantage le Maroc. Est-ce qu'aujourd'hui, le retour aussi de Ramtan Lamamraoui dérange, puisqu'on sait que de par le passé, le Maroc a tenté aussi de saboter les nominations de notre ministre des Affaires étrangères en tant qu'émissaire pour la Libye? Vous êtes généreuse, madame. Quand vous dites que le Maroc a saboté, il est incapable de saboter. C'est ses maîtres qui ont saboté. C'est ces maîtres qui ont empêché, qui ont fait pression
sur les organisations internationales dans les différentes propositions pour notre ministre des Affaires étrangères. La nomination de M. Lamamra à la tête du ministère des Affaires étrangères est une preuve de l'indépendance de la décision politique algérienne. Ça veut dire que vous avez pu, je m'adresse, je vise ceux qui sont au nord de la Méditerranée. S'ils ont réussi à s'aborder les différentes propositions de notre cher ministre Lamamra dans différentes propositions de postes proposés, ils n'ont rien pu faire pour cette nomination. Ça, c'est-à-dire que la décision politique algérienne, elle est purement algérienne et personne ne peut influer ou intervenir dans ce domaine. Et bien sûr, M. Lamamra, c'est un monsieur qui a, j'allais dire, toute une histoire avec l'Afrique. C'est un riche parcours, une riche expérience, et surtout, c'est un homme qui nous a défendu tout seul quand l'Algérie était dans la position les plus faibles. Dans ces moments de faiblesse, on avait ce bouclier, notre cher c'est Lamamra qui dérange finalement. Hein. Non, il dérange pas, pas uniquement eux, il dérange les maîtres. Ça veut dire qu'il est à un autre niveau, il ne travaille pas avec ses minables. Alors c'est à ce niveau-là que le Maroc a déclaré officiellement son soutien au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, OMA, considéré comme étant une organisation terroriste par les autorités algériennes. Un soutien exprimé de manière publique par le représentant marocain à l'ONU, aux pays membres du mouvement des non-alignés. Alors, en présence de témoins au sein d'une institution internationale, quelle lecture en faire? Pourquoi ça arrive maintenant et quel est l'impact de cette déclaration sur la région? Madame, je rappelle que ce Makhzen, il a dépassé les bornes il y a longtemps. Ce qui fait... ça y est, il n'en est pas une déclaration près. Il ne recule devant rien. Oui. Maintenant, l'impact. Leur impact, au niveau national, il faudrait peut-être rappeler à ces gens-là qu'en 1963, quand il y avait des problèmes internes entre nous, on n'était pas encore unis totalement. Quand il a été question justement des intérêts de l'Algérie. Quand ils nous ont attaqués, les problèmes internes, on les règle entre nous. Quand l'Algérie est attaquée, il n'y a pas de problème, ils trouveront tout le monde face à eux et ils vont se briser face au mur algérien. Et ça, l'histoire l'a démontré à travers les âges. Alors je vous propose justement d'écouter une déclaration de l'ambassadeur Nordin Djoudi, pour qui l'unité de l'Algérie n'est pas à discuter. Et il parle aussi de cette dérive diplomatique comme étant une agression. Je vous propose de l'écouter. En tant qu'ambassadeur, je voudrais dire que c'est plus qu'un dérapage. C'est une agression caractérisée parce qu'il y a des règles en diplomatie qui se doivent d'être respectées, à commencer par un devoir de vérité. Mais M. Omar Hillel, que moi je qualifie de mercenaire, est un homme qui a toujours eu une haine viscérale à l'égard d'Algérie et il se permet, d'ailleurs avec la complicité du MAC, de parler de l'indépendance ou de l'autonomie de la Kabylie. Il oublie tout ça. Je lui dis, moi personnellement, je lui dis qu'il s'occupe d'abord de ceux qui s'appellent les Amazirs du Rif marocain qui ont été massacrés par le Mersin. Cela, il ne le citera jamais. Mais en tous les cas, l'Algérie est là, elle sait ce qu'elle dit, elle est fils de la Kabylie. Les morts pour la Kabylie ne sont pas morts pour la Kabylie, ils sont morts pour l'Algérie. Et ils restent d'abord algériens. Voilà, on a pu reprendre ou rétablir le contact avec M. Tazarart. Vous êtes avec nous ? Oui, madame. Oui, alors pour vous, la question de la mazérité a été exploitée ces dernières années à des fins extrêmes, mais pour vous, la mazérité est un facteur d'abord d'unité au Maghreb et non un facteur de division.
Certainement, si vous permettez, je vais revenir sur quelque chose qui me tient à cœur. En fin de compte, nous devons comprendre que la conception de la nation, conception royaliste de la nation et la conception républicaine sont totalement différentes. La conception royaliste d'un point de vue essentiellement marzenien, c'est que le roi ne met pas son trône en jeu pour sauver des sujets, mais il attend que ces sujets se libèrent pour qu'il leur demande de faire de reprêter allégeance, alors que la conception algérienne est une conception républicaine. La mort de Lotfi Abécha a limité, a tracé les frontières des terres algériennes. Maintenant, le Makhzen, c'est ma conception des choses, le Makhzen est dans un projet qui le dépasse. Parce qu'en fin de compte, il va perdre, même lui, il va perdre à long terme. Il veut sauver sa monarchie aujourd'hui, qui est aux abois également. On n'est pas outil valet des forces impériales et tirer profit à la fin. En ce qui concerne son appel pour l'indépendance de la Kabylie, je dois clarifier quelque chose qui me semble essentiel. La différence entre l'affaire, au fin de compte, lui, il veut utiliser la Kabylie, la population du wilayat de Kabylie comme une masse de manœuvre dans un jeu d'équilibre régional. Alors qu'il se trompe carrément parce que nous devons s'entendre sur une chose. La question de Sahara occidental et la Kabylie, c'est totalement différent. Lors de la colonisation française, la Kabylie s'est mobilisée à ses défrages pour défendre l'intégrité de l'Algérie. Lors de la résistance en Kabylie, des combattants de Ouled Naïl sont venus au secours de la Kabylie. Alors que lorsque le Maroc était sous protectorat français, le Sahara occidental était sous occupation espagnole. Là, c'est pas du tout différent. C'est comme comparer deux choses qui sont incomparables. L'indépendance de l'Algérie était, l'appel de 1er novembre a été tiré à Iri Moulin. Le congrès de la Sommam qui a permis les structures dirigeantes de la révolution s'est déroulé à Ifri Ouzlegen, à Bijaya. Le signataire des accords d'Évian qui a replacé l'État algérien moderne sur la scène de l'histoire est un enfant de Tizi Ouzou, c'est Karim Belkacem qui est un Kabyle. Je ne vois, ça veut dire c'est absurde ces gens-là, c'est un raisonnement par l'absurde. Ils disent que Karim Belkacem occupe la Kabylie, est un colonisateur de la Kabylie, alors que lorsque la France a retiré son protectorat au Maroc, le Sahara occidental est resté sous occupation espagnole. Et quand l'Espagne a décidé de se retirer du Sahara occidental, elle n'a pas remis les clés à la France. La différence est fondamentale. Ce qui m'inquiète, moi, ce que j'essaye de comprendre, ce n'est pas c'est cet entêtement à faire dans le mensonge, à faire dans la diplomatie du mensonge, à parler de la Kabylie comme si les Kabyles sont une masse de camps qu'on utilise parce qu'on a contracté quelques alliances sous table avec des gens qui ne parlent qu'en leur nom personnel, en fait. Merci à M. Tazarat. En fait, vous avez un peu résumé aujourd'hui ce qui se passe. Vous avez relevé des points très intéressants. Là, on parlait du Maroc qui soutenait dans les années précédentes des groupes terroristes quand l'Algérie passait par la décennie noire. Est-ce qu'après la carte de la religion, on joue la carte de la régionalisation aujourd'hui? On veut jouer sur cette carte-là? Peut-être qu'ils essayent de jouer, d'exploiter peut-être une absence de culture historique. Le mouvement national algérien, ses fondateurs, la majorité sont de Kabylie. Oui. Ah oui, là, il y a trois... Avant, moi, madame, je parle il y a un siècle. Oui. Il y a un siècle. Il y a plus d'un, même après. Hein, plus d'un siècle, les fondateurs de l'étoile nord-africaine, Rajef et Aïmash, Allah yarhamhum, avec Lakhal et Haj Ali, sont là.
Si ce monsieur, il ne mérite pas peut-être ce titre, cet énergumène parle. Parler du diplomate. Du Makhzen. Je parle du mercenaire. Oui, du mercenaire. Vous parlez de M. Djoudi. Et je salue notre ambassadeur, c'est Nourdine Joudi, en lui disant que j'ai offert à votre directeur une vidéo d'un penseur marocain, un des grands penseurs de la région, du Maghreb, El Mahdi El Manjara. Il utilise les mêmes termes. Le Makhzen, c'est des mercenaires de Léoti. Oui. Ce qui fait les intellectuels, des patriotes intellectuels, se rejoignent. Notre cher ambassadeur Joudi et Mahdi El Manjara, Allah yarhamhum, ils apprécient cet énergumène et lui donnent la place qui lui revient. Alors, il y a une autre question très intéressante que M. Tazahart a aussi évoquée, c'est comme vous le disiez, cette façon de faire du Maroc basée sur le mensonge, la manipulation, et de vouloir carrément mettre la question du Sahara occidental sur le même pied que la Kabylie, alors que la question du Sahara occidental est une question de décolonisation inscrite aux Nations Unies. Madame, je vais vous offrir, avant de partir, un ouvrage fait par un militant sahraoui, Allah yarhamou, Lettre à mon frère marocain. C'est l'histoire du Sahara occidental. Et dans cette histoire, madame, vous allez trouver que les populations sahraouies, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, ont résisté aux tentatives d'occupation italienne, belge, espagnole, portugaise, française, allemande et britannique. Ce peuple, en un siècle, il a fait face à toutes ces tentatives. Et quand on parle de 73, M. Tazahart disait que l'Espagne n'a pas remis les clés à la France. Au Sahara. Non. L'Espagne a fui le Sahara occidental. C'est les résistants sahraouis. L'actuel président de la République sahraoui, Ibrahim Ghali, il a commandé le premier commando qui a attaqué une forteresse espagnole en 1973. Ce qui fait le Maroc, quand les Sahraouis ont chassé l'occupant espagnol, que eux, avec la bénédiction et le soutien de la France-Afrique, ont envahi le Sahara occidental. Et il ne faut pas oublier que les jaguars français étaient présents. Ils étaient appuyés par les jaguars. D'ailleurs, Louali Mustafa Saïd, Allah yarhamou, a été assassiné par l'aviation française. Le peuple sahraoui, il faut le connaître. Et il faut le faire connaître. Oui. D'ailleurs, ils ont une qualité qui est en même temps défaut. Ils sont très modestes, ils ne parlent pas beaucoup de leur histoire, alors que c'est une histoire très riche et aucun occupant, aucune force n'a réussi à les occuper. Oui. Et elles ont toutes été mises dehors, et même les Marocains, il ne faut pas oublier qu'ils ont forcé la Mauritanie à se retirer et a reconnu la République sahraoui. Et c'est Hassan II qui a demandé appui aux monarchies du Golfe, aux États-Unis d'Amérique, et il a supplié Chedli pour
qui est essayer de le rapprocher avec les Sahraouis. Et c'est comme ça que Hassan II a reçu Brahim Ghali, le président sahraoui, et la délégation sahraoui. Il l'a reçu dans son palais. Il a demandé, il leur a fait une demande. Laissez-moi le drapeau et l'hymne national et gardez tout le reste. Leur réponse a été très simple. Nous, on ne monnaie pas notre identité. Elle est complète, elle est totale. L'indépendance ou demander à notre peuple son avis, et à ce moment-là, on va se plier. Et malgré toutes ces tentatives, la question reste une question qui relève des Nations Unies et une question de décolonisation. Et notre cher ministre, quand il a, dans sa déclaration, il a parlé des Nations Unies, et c'est un fin diplomate. Ça veut dire qu'il a dit à ces messieurs, vous n'avez pas été à la hauteur de votre responsabilité. Des violations sont menées tous les jours, opérées tous les jours sous vos yeux, et vous êtes incapable de parler. D'ailleurs, merci. Le président Boumedienne, en 1974, il avait parlé de nouvel ordre mondial. Il y a quelques semaines, il n'y a pas longtemps, peut-être 2 semaines, à l'occasion du G20. Oui. Quelle a été la position du président chinois? Il a répété pratiquement mot à mot ce qu'a dit Boumedienne en 1974. Il leur a dit, messieurs, votre monde est dépassé, il y a un monde nouveau qui émerge, et ce monde-là, tous les pays, quelle que soit leur taille, quel que soit leur poids, ils ont leur mot à dire pour dessiner le nouveau monde qui n'est plus le vôtre. Et maintenant... La question a été clarifiée. La question est claire et la question, il faut œuvrer pour la réaliser. Demeure. Alors je reviens à vous, Monsieur Tazarart, pour continuer dans le siège de votre déclaration. Vous parlez de ces manipulations auxquelles requiert le Maroc. Je rappelle cette information quand même. Le Maroc et Israël ont signé un accord dans le domaine de la guerre électronique récemment, le 15 juillet. Pour reprendre un peu l'expression d'un article de presse quotidien, un quotidien national, cet accord transforme le Merzen en un cheval de Troie en Afrique du Nord. Aujourd'hui, la main du Merzen marocaine se précise dans la manipulation visant la déstabilisation d'Algérie via les réseaux sociaux et la plateforme du net en général. Et c'est via des fake news, des mensonges, à travers ce genre de manipulation. Oui, certainement. Certainement, et face à ces mensonges, nous devons développer une stratégie de défense. Moi, j'ai parlé souvent de la sécurité intellectuelle, l'amn al-fikri, la sécurité intellectuelle. Nous devons avoir des capacités, nourrir la population pour avoir des capacités d'analyse et de raisonnement. Vous parlez tout à l'heure du rôle de Tamazigh dans la stabilisation. Oui. Je crois qu'après avoir utiliser l'islamisme politique pour endeuiller l'Algérie et la mettre pour endeuiller l'Algérie, ils sont maintenant passés à l'utilisation de la question amazigh pour pouvoir diviser pas seulement l'Algérie, mais dans la stratégie des empires, c'est faire éclater l'Afrique du Nord. Alors que moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à la question amazigh en Algérie. En 1930, quand la colonisation a voulu célébrer le centenaire de la colonisation, des années avant, ils travaillaient pour la réussite de ce centenaire. Et le slogan du centenaire était « La France et la continuité de Rome ». La France et la continuité de Rome. Les intellectuels algériens ont saisi l'enjeu. Cheikh Mbark El-Mili, Toufiq El-Madani, Ammar Imesh ont développé l'antithèse à cette thèse coloniale avec le recours à l'histoire ancienne de l'Algérie. Cheikh Mbark El-Mili a écrit l'histoire de l'Algérie, le Qadim ou le Jadid. Toufiq El-Madani de même. L'antithèse trouvée est celle-ci: si la France est la continuité de Rome, la résistance du peuple algérien à la colonisation française est la continuité de la résistance amazigh à Rome. Nous devons
travailler sur cette immesurité afin qu'elle soit le ciment de l'unité nationale et pas seulement, mais aussi le ciment de l'unité nord-africaine. Parce que quand des groupes et des pouvoirs sont instrumentalisés par les forces de l'Empire, là, l'intérêt des populations doit être défendu par les patriotes et par les patriotes, en fin de compte. Maintenant, si on reprend, là, pourquoi je parle de cette affaire de 1930? Parce que malheureusement, notre intelligentsia francophone et arabophone a omis de la souligner. Il ne la souligne pas encore pour des raisons contradictoires. Alors que nous devons investir sur cette histoire de la résistance amazigh, sur cette histoire de Jubado, sur la résistance amazigh à toutes les colonisations pour pouvoir sécuriser intellectuellement notre peuple et le mettre en sécurité par rapport à lui-même. Le peuple algérien doit cesser de se haïr. Il faut lui fournir une histoire vraie, une histoire glorieuse, une histoire de construction. Nous ne sommes pas que de simples guerriers, mais nous sommes aussi des fondateurs de villes et de civilisations. C'est là où nous pourrons à l'avenir nous défendre. Parce que les forces qui nous attaquent saisissent nos faiblesses, ils travaillent sur nos faiblesses. Et ils travaillent parce que notre intelligentsia n'arrive pas à se situer intellectuellement pour différencier des problèmes politiques internes avec le pouvoir. Ils confondent pouvoir et État, ils confondent régime et nation, alors qu'on peut être contre un pouvoir, on peut travailler pour prendre sa place, mais prendre sa place dans le même État. Faire changer un régime, mais on change le régime dans la même nation. Ça veut dire que l'Algérie doit être au-dessus de tous et de toutes. Oui. À partir de cette conception, nous pourrons faire face parce que eux, ils montent sans arrêt. Ils montent sans arrêt et nous, à mon avis, nos réponses demeurent insuffisantes. Oui. Nous pourrons y faire face avec une unité infaillible, M. Tazarart, à ces attaques. Alors justement, je vais rebondir sur ce que vient de dire M. Tazarart. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut jouer à un autre niveau? Est-ce qu'aujourd'hui, même le gouvernement algérien doit être ferme contre toute tentative de division sur le front interne déjà pour faire face à ces attaques? Tout Algérien doit être ferme face à toutes les divisions. Oui. Ce n'est pas uniquement le pouvoir. On l'a vu, de toute façon, suite à ces attaques, une unité infaillible. L'Algérien, quand il y a une menace extérieure, il ne monte pas à être guidé. D'accord. Mais l'essentiel, c'est de se préparer. Pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Pour dissuader toute tentative, tout ennemi qui rêve de s'attaquer à l'Algérie, on doit le dissuader. Comment? Notre unité qui fera notre force. Madame, vous avez parlé d'Israël. Oui. Et de l'accord avec le Maroc. Mais ce n'est pas nouveau, madame. Il y a eu un accord signé le 15 juillet. Hein. Mais ça, c'est formel. Mais sur le terrain, les murs, quand ils ont dressé des murs, c'est ceux qui ont construit la ligne Bar-Lev, c'est eux qui ont construit le même mur au Sahara occidental. Les mêmes équipements et même les conseillers. Ce qui fait, c'est pas nouveau. Maintenant, ils sont les masques sont tombés. Maintenant, tout se fait à visage découvert. C'est la seule différence. Mais à l'ouest, rien de nouveau. C'est une ancienne histoire. Elle continuera tant que ce régime... Jusqu'où irons-nous comme ça, M. Medjahed? Avec cette politique destructrice, aventurière, quel Maghreb propose aujourd'hui le Marzen? Il n'a pas besoin du Maghreb, madame. Le Maghreb ne sert pas les intérêts de ses maîtres. Ils ne veulent pas une balkanisation de la région aujourd'hui? Non, ils ne veulent pas de barrière. La France-Afrique... Qui servirait les intérêts d'Israël, une balkanisation de la région. La France-Afrique ne veut pas d'un Maghreb uni. Un Maghreb uni, ça veut dire on va déranger ses intérêts.
On va empêcher, d'ailleurs, combien de fois ils ont sollicité le survol du territoire algérien, mais on leur a interdit le survol du territoire algérien, de l'espace aérien. Le Maghreb, c'est une idée de Imesh et des patriotes. Abdelkrim el-Khattabi ou Mahdi Ben Barka, les patriotes pensaient à un grand Maghreb. Mais les mercenaires, les supplétifs de l'IOT, ça ne les intéresse pas. Ils veulent des sujets. Ils veulent un peuple soumis. Divisé pour mieux régner. Eh bien, ça, c'est le principe éternel de tout colon. Est-ce que aujourd'hui, le fait que l'Algérie ne soit membre d'aucun système de défense militaire collectif dérange? Madame, le sommet des non-alignés le plus important a été celui d'Alger. Il a ébranlé ce monde. Et pour cela, ils ont déclaré et déclenché plusieurs guerres pour empêcher l'émergence de puissances nouvelles. Malheureusement pour eux, heureusement pour nous, il y a des forces ont émergé. Et vous avez l'exemple de la Syrie qui est étudié, analysé, et il faudrait que tout le monde prenne conscience de la valeur, de la volonté, de la vision d'un peuple. Quand un peuple a une vision claire, quand il a une volonté affirmée, soyez certain que toute tentative de lui porter atteinte échoue. La Syrie, elle a tenu depuis combien de temps et face à qui? Face à pratiquement 112 nationalités qui lui ont expédié tous les mercenaires avec armés et financés par qui, coalition, hein, oui. Par qui on sait. Alors beaucoup de stratèges proches du Maroc, on en parle depuis tout à l'heure, développent cette stratégie de tension permanente. Quel est l'objectif escompté de cette guerre d'usure finalement? Est-ce que c'est pousser le pays à changer de priorité? Ils essayent de faire pression sur nous pour nous faire plier, pour qu'on suive, qu'on se mette à genoux. Ils veulent mettre l'Algérie à genoux pour appliquer leur plan. Mais ça, ils peuvent rêver encore longtemps de ça. Hein. C'est-à-dire que notre position aujourd'hui, aucune pression ne pourra aujourd'hui faire changer d'avis l'Algérie déjà sur la position du Sahara occidental. Non, peuple algérien n'acceptera jamais qu'on lui dicte quelque chose. Lui, d'ailleurs, à travers l'histoire, c'est là où on est condamné à être fort. On n'a pas le choix. Parce qu'à travers l'histoire, quand on a été fort, on a toujours été alliés et on participe à la prise de la décision. Et quand on est faible, on a été sujet, on applique les directives et les décisions des autres. Ce qui fait, de par notre position, à travers l'histoire, l'Algérie est toujours là, elle est toujours présente. Mais en fonction de son état, elle est soit alliée, soit sujet. Et bien sûr, le choix est vite fait. On doit être allié pour ne pas dire autre chose. Monsieur Tazart, peut-être une intervention sur ces stratèges dont je parlais à l'instant, cette tension permanente aujourd'hui qu'on veut maintenir sur la région, cette guerre d'usure. Oui, cette guerre d'usure a commencé depuis bien longtemps. En 1989, nous avons assisté à la disparition de beaucoup de pays non alignés. En 2011, au Front de refus, dont l'Algérie faisait partie. Maintenant, l'Algérie est toujours visée parce que sa politique étrangère dérange. Il faut voir que dernièrement, je ne dis pas tout, mais la majorité des pays arabes ont normalisé leurs relations avec l'Algérie, avec l'Israël, sauf l'Algérie. Et là, l'Algérie
là, c'est un cas d'école. C'est un pays qui veut rester debout sur ses pieds. Il veut être partenaire et pas sujet, mais il doit se donner les moyens de le faire. Parce qu'en fin de compte, nous avons assisté à la disparition de beaucoup d'empires, de beaucoup d'États. Les méthodes sont les mêmes, sont similaires. Les alliés sont toujours les valets des impérialismes. Seulement, nous devons développer, à mon avis, une attitude d'intelligence en clarifiant les enjeux, en disant que cette provocation marocaine est la provocation du Makhzen, pas du peuple marocain, en disant que viser la Kabylie, c'est viser le mouvement amazigh dans son intégralité et préparer l'éclatement de la région nord-africaine, et là ça n'intéressera personne, et dire aussi au monde, parce qu'il y a le monde qui nous écoute, cette stratégie de construire des États, des langues, il parle dans des cercles, il parle des langues sans État. Et la stratégie du MAC, par exemple, se structure autour de cette langue. On a une langue kabyle, on va créer un État kabyle. Mais cette stratégie est dangereuse pour le monde. Elle est dangereuse pour l'Inde, qui fonctionne avec 1200 langues nationales. L'Inde va s'éclater en 1200 États. Elle est dangereuse pour la Russie, pour la Chine et pour tous les États multilingues. En fin de compte, nous avons des stratégies développées par des fanatiques religieux qu'ils habillent ces stratégies de fanatiques fascistes par un habillage démocratique et de Darwa, et là, ils tentent de tromper les populations. Je crois que face à il y a des stratégies diaboliques en fin de compte. L'Algérie est menacée. On pousse la Kabylie au bout pour pouvoir installer, il faut peut-être dire, installer une théocratie peut-être en dehors de la Kabylie. Il y a des scénarios, à mon avis, de ce type. On pousse la Kabylie au bout, on insulte la Kabylie parce que ce n'est pas le Maroc seulement qui est en train de travailler. Le Maroc, il y a des Algériens qui lui facilitent le travail en insultant jour et nuit la région de Kabylie, en parlant des ouef et autre chose, alors qu'ils savent très bien que la Kabylie a été toujours une région résistante, la région la plus intégrée dans l'État national. Peut-être ça va surprendre quelques-uns, mais c'est la région la plus intégrée dans l'État national. Nous pouvons voir le fonctionnement des impôts, la cotisation des gens, pour s'apercevoir qu'il y a un esprit citoyen national qui est ancré. Maintenant, pour sortir de cela, il ne faut pas, à mon avis, regarder que l'extérieur. L'autre, il est dans son rôle de nous attaquer. Notre rôle à nous est de se mettre dans une position intelligente pour nous défendre. Nous devons expliquer notre politique, notre stratégie, dire que nous sommes là, nous sommes jaloux de notre indépendance. Nous devons dire que le processus actuel vise à casser tous les États hérités des mouvements de libération. Et comment c'est inconcevable qu'on s'attaque aux États hérités des indépendances alors qu'ils ont un minimum de démocratie, de citoyenneté. Je crois que s'attaquer à la Syrie attaquer la Syrie par les royautés du Golfe et dire que ces royautés sont un modèle de démocratie est une aberration. Là, l'Algérie, il est dans ce collimateur. Et nous sommes là pour dire... Moi, personnellement, je suis un militant du mouvement amazigh. Je dis que là, ce n'est pas du tout notre rôle. Le rôle de l'amazirité est de sécuriser les pays nord-africains, de les pousser à plus de coopération pour constituer un bloc face au bloc nord, parce que c'est inconcevable que la rive nord de la Méditerranée gère ses pluralités convenablement, se solidarise pour négocier ses intérêts, et la rive sud se chamaille, se fait la guerre. Non, nous ne sommes pas dans cette optique. L'Algérie n'a attaqué personne jusqu'à preuve de contraire. L'Algérie s'est toujours refusé de s'ingérer dans les affaires des autres. D'ailleurs, nous avons qu'à voir la réplique du ministère des Affaires étrangères. Il n'a pas appelé
au soutien à la République de Rif. C'est un signe de sagesse, d'intelligence et de sens de l'histoire que nos frères marocains doivent saisir. Oui. Je crois Merci, qu'une communication intelligente pourra faire l'affaire. Merci, Monsieur Tazahart. Justement, aujourd'hui, comment réagir face à ces attaques où le Maroc bafoue toute, on va dire, nécessité d'entretenir des relations bilatérales de bon voisinage? Nous, notre ligne, madame, elle est constante, elle ne change pas. Celui qui est en faute, à lui de corriger ses positions. Je remercie notre cher frère de Bjaya quand il a parlé des États de la région. Il ne faut jamais oublier qu'il faut distinguer l'État algérien par rapport aux autres. C'est le seul État dans la région qui a été pétri. Il est né et créé par son peuple. Les autres ont été créés par les anciennes puissances coloniales. Le nôtre, madame, c'est notre peuple qui a créé son État. On a retiré l'État algérien des ténèbres de l'histoire. Ça, il faut que tout Algérien se le rappelle et n'oublie pas l'effort que ça a demandé, les sacrifices que ça a demandé. Et c'est pour cette raison qu'on a donné des millions et des millions de martyrs pour restaurer l'État algérien et restaurer notre indépendance. C'est ce que dit un peu aussi M. Tamazart aujourd'hui, c'est de faire de cette diversité une véritable richesse. Bien sûr, madame, c'est une richesse, bien sûr. Ne plus permettre de division, au contraire, faire de cette richesse une unité, réunir tout le monde autour d'un même État. C'est pour cette raison qu'il faut revenir peut-être revoir un peu notre parcours. Quand j'ai parlé de Rajef ou Aïmesh, il faudrait qu'on se rappelle tous les sacrifices, leur lutte, tout ce qu'ils ont fait. Quand vous prenez la fameuse photo des leaders qui ont déclenché la révolution, la photo des 6, Karim Belkacem ne faisait pas partie des 22. Mais l'Arabi Ben Mehdi et Moustapha Ben Bouraïd ont attiré l'attention. On ne peut pas faire la révolution sans la Kabylie. Et comme Karim Belkacem était au maquis depuis 1947, il a tenté, il a essayé de raisonner Massal el-Hajj, qui malheureusement il s'est entêté, alors il l'a abandonné. Mais c'était un grand fervent défenseur de Massal el-Hajj, mais il a vu que le chef a dévié, a dérivé, il a suivi le mouvement de la révolution. C'est-à-dire qu'on demande à tous de se transcender et aller au niveau de la patrie. D'ailleurs, merci madame, vous me rappelez un fameux échange entre Hussein Lahoul, Allah yarhamou, un ancien dirigeant, grand dirigeant du parti, avec Boudiaf. Lahoul était le responsable. Alors il le demande pourquoi vous avez déclenché la révolution et vous avez désobéi à mes instructions. La réplique de Boudiaf a été cinglante. Il lui a dit Sil Hussein, on vous respecte. On respecte votre militantisme, on vous respecte en tant que responsable, mais votre problème, votre préoccupation, c'était le parti, et nous, notre préoccupation principale, c'est la patrie. Et pour la patrie, votre parti, chez moi et chez nous, ne compte pour rien. Ça, il faudrait l'ancrer dans la mémoire, comme disait Bachir Boumazar, rahmatullahi alayh, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et là, il faudrait ancrer ça. Vous avez parlé, notre cher frère de Bjaya a parlé des sociétés et divisions. En les années 70, un des théoriciens
du néocolonialisme et néoconservateur, David Friedman, a écrit un livre vers une société sans État. Pour eux, les États, ça les dérange. C'est un obstacle, c'est une lourdeur. Pour eux, il suffit d'avoir des États et eux décident à la place des États nationaux. Ça, peut-être qu'il faudrait qu'on refasse un autre débat sur cela. Mais quel avenir aujourd'hui sur les relations bilatérales? Madame, comment réagir face à ces attaques? Non, comment réagir face à ces attaques? Il n'y a que la vérité pour mettre à nu toutes les fausses positions. Oui. Celui qui est en porte-à-faux, on le dévoile face à l'opinion. Ça nous permet, d'ailleurs, c'est bien. Ces attaques, joue sur ça, hein, la désinformation, la guerre psychologique. C'est un peu leur arme. Ces attaques-là nous permettent de nous évaluer, de faire notre autocritique et de voir comment faire. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on avance. Parce que la vérité, madame, c'est une série d'erreurs corrigées. Même si on a commis des erreurs, c'est possible. On peut commettre des erreurs. C'est celui qui ne fait rien qui ne fait pas d'erreur. Si on a fait des erreurs, on se corrige, on s'évalue, on se contrôle, on évalue et on se corrige. Oui. Merci. Alors, on arrive un peu au terme de l'émission. Hein, Monsieur Tazar, je vais vous redonner la parole. Peut-être pourriez-vous aujourd'hui nous parler de la réaction de la population, si vous avez eu écho suite à cette énième attaque du Maroc. La population reste la même hier et aujourd'hui, n'est pas attentive aux manœuvres, elle est vigilante seulement, et les gens disent que le problème n'est pas l'autre. L'autre, on est déjà préparé pour ça. On est d'un peuple résistant. On est d'un peuple qui a toujours refusé toute domination extérieure, même celle qui vient d'un frère de l'Ouest. Seulement, les gens disent qu'il faut qu'on arrive à régler nos propres problèmes à l'intérieur, mieux gérer notre diversité avec beaucoup d'intelligence, s'engager dans un projet d'une histoire consensuelle pour le pays, réécrire et revisiter l'histoire, non pas pour se chamailler, mais pour que l'histoire soit une arme pour le développement et l'unité du peuple algérien. Les gens disent qu'il faut y aller vers des consensus autour des fondamentaux pour permettre à tous les Algériens de s'activer pour défendre leur pays, parce que nous sommes, ce n'est pas nouveau, les provocations ne sont pas nouvelles, ils ne vont pas cesser, seulement nous devons nous préparer avec des consensus entre citoyens, entre Algériens, autour des fondamentaux, autour des droits. Nous pourrons défendre ce cher pays et faire de l'Algérie un pivot de l'Afrique, parce que nous avons les moyens d'être une puissance régionale, une véritable puissance, avec beaucoup d'intelligence, mais aussi d'action, parce qu'il ne faut pas rester seulement dans la théorie, mais il faut y aller dans l'action, et il faut financer par exemple, il faut financer des instituts pour la réécriture de l'histoire nationale, parce que là, les grands pays, les grandes nations ont eu des projets de ce type. Et nous avons une histoire qui est millénaire et qui est vraiment trop riche. Et je souligne que les Algériens doivent, l'Afrique du Nord, d'une manière générale, doivent être très vigilants. Il y a deux faits dans l'histoire antique et du Moyen-Âge que si nous cessons d'être vigilants, nous allons payer très cher. Il y a la conquête de Jérusalem par Shishnak, qui est un amazigh dit dans la Torah. Est-ce que les gens nous ont oublié? Est-ce que les gens ont pardonné? Je crois que l'Afrique du Nord va payer ça si elle n'est pas vigilante. Il y a le deuxième fait historique, c'est Tariq Ben Ziyad qui est allé au secours des Visigoths en Espagne. Ce jour-là, les rois d'Espagne, les rois d'Europe, le pape ne s'est pas endormi. Cette Afrique du Nord qui était chrétienne, même s'il était initié, il n'était arien, il n'était pas avec Saint-Augustin, mais il était plus avec Arius. Cette
cette terre d'Afrique du Nord chrétienne est devenue musulmane, et puis elle vient avec l'étendard de l'islam le mettre au cœur de l'Europe. Les gens n'oublient pas, il y a des contentieux civilisationnels que nous oublions, mais les autres n'oublient pas. Là, si nous arrivons à avoir une stratégie plus globale, une vision, d'ailleurs votre émission s'appelle Vision, nous devons avoir une vision pour pouvoir affronter l'avenir. Merci Monsieur Tazart pour votre intervention. On terminera sur cela avec vous Monsieur Medjahed. Aujourd'hui c'est comme ça que l'on peut répondre au mieux à ces attaques. Déjà agir sur le front interne car avec cela, nous avons les moyens d'être une véritable puissance régionale. Et c'est ce qui dérange. On doit, pas Oui. on peut, on doit. Une vision claire, des valeurs, nos valeurs, mettre en valeur nos valeurs et notre volonté. Et ça, soyez certaine, madame, que l'Algérie retrouvera sa place. Et c'est sa place naturelle. C'est ça, la géographie écrit l'histoire, elle fait l'histoire, et on est là, le cœur de l'Afrique, et le monde, toutes les civilisations, toutes les puissances qui ont dominé ce monde, elles sont parties de la Méditerranée, et la Méditerranée a toujours été le cœur du monde. Et Inch'Allah, à l'avenir, avec l'engagement de l'ensemble des enfants de ce pays, l'Algérie retrouvera la place qu'elle mérite. Merci Monsieur Abdelaziz Medjahed. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut national d'études et de stratégie globale. Merci à vous Monsieur Brahim Tazarart. Vous étiez avec nous en direct depuis Béjaïa. Vous êtes écrivain et chercheur. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.